Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de vie de la Terre et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et donc une vidéo sur les risques d'un séisme. Alors donc là, dans les prochaines vidéos, on verra également l'origine et comment justement les populations peuvent se protéger des séismes. Et également, donc je vous parlerai du cas de San Francisco. Donc là, en fin de vidéo, peut-être, vous aurez peut-être des petites images qui vous montrent, justement, qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que bon, des séismes, il y en a eu tout plein sur Terre, et donc voilà, à la fin de la vidéo, donc vous verrez donc quelques petites images de ces séismes-là, ok, voilà. Bon, donc là, justement, les séismes, qu'on appelle également des tremblements de terre, vont se manifester par des secousses, ok, des secousses qui, vont se propager, à pleine vitesse, ok, et donc, vu qu'elles vont se propager à pleine vitesse, du coup, c'est ce qui fait que, par exemple, si tu habites à Bordeaux et que, par exemple, le séisme a lieu pas loin de Bergerac, on va dire à 20 km de Bergerac, si la magnitude du séisme est assez forte, toi qui habites à Bordeaux, tu es capable de sentir le séisme. Bon, prenons un exemple, on va dire plus près, ok. Par exemple, admettons que moi j'habite à Saint-de-la-Forêt et peut-être toi tu habites à Bessancourt, ok. Moi à Saint-de-la-Forêt, j'ai droit à un séisme d'eau malade, la vie se casse et tout. Bon, bien sûr, ce n'est qu'une modélisation, ok, ce n'est qu'un exemple, mais ce n'est pas la réalité, ok. Bon, là, imagine que tout se casse, j'ai droit à un séisme et que vous habitez à Bessancourt. Donc Bessancourt, c'est à peu près 7 km d'ici, ok, d'accord. Bon, 7 km et encore, là, c'est même pas sûr, ok. Parce que bon, il y en a que quand vous cherchez Bessancourt, par exemple, ils vous mettent 4 km, ok. Donc c'est entre 4 et 7 km, ok. Voilà, donc à peu près 5,5 km, ok. Et donc du coup, voilà. Donc voilà, je disais donc, Bessancourt qui se situe entre 4 et 7 km, parce que bon, 4 km pour le plus court, 7 pour le plus long, parce que tout dépend de l'itinéraire par lequel tu t'y prends. En tout cas, donc, Bessancourt, Saint-de-la-Forêt, c'est entre 4 et 7 km. Et donc, du coup, si un séisme à Saint-de-la-Forêt, vous qui habitez à Bessancourt, vous êtes capable de ressentir le séisme. Puisque, en fait, tout simplement, les secousses, en fait, qui sont provoquées, ok, donc les secousses, justement, comme elles se propagent assez rapidement, du coup, ça va pouvoir atteindre des distances incroyables. Bon. Alors là, oui, ça va pouvoir atteindre des distances incroyables, mais je vous dis tout de suite, plus qu'on est loin, plus que le séisme est atténué, ok. C'est-à-dire, par exemple, moi j'habite dans la forêt, donc entre guillemets, je suis ce qu'on appelle l'épicentre, ok. Donc l'épicentre, c'est la zone où le séisme est le plus fort, et donc, Bessancourt, c'est la zone, où le séisme n'est pas fort du tout, ok. Et donc, du coup, Bessancourt, voilà, c'est environ 4 à 7 km d'ici, de Saint-la-Forêt. Et donc, du coup, vous qui êtes à Bessancourt, par exemple, vous allez peut-être moins sentir l'effet du séisme que si vous étiez à Saint-la-Forêt. Admettons, le séisme est de magnitude 7. Alors là, bien évidemment, je dis de magnitude 7 à l'échelle de Richter, ok. Bon, alors là, il y en a tout plein d'autres d'échelles qui mesurent les séismes, ok. Mais moi, en l'occurrence, quand on va parler de magnitude, généralement, je vais utiliser l'échelle de Richter, ok. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, justement, dans la prochaine vidéo, peut-être, je vous montrerai justement les magnitudes, ok. Et voilà. Bon, et peut-être en fin de vidéo, je vous montrerai également avec les images, justement les différentes échelles, ok. Donc vous avez l'échelle de Richter, mais vous avez également une autre échelle, ok, qui est très peu utilisée, mais qui peut servir, ok. Là, ça mesure pas exactement la même chose, ok. Donc, comme je disais donc, imaginons Saint-de-la-Forêt, c'est la ville où il y a le séisme, donc c'est entre guillemets l'épicentre du séisme, parce que c'est là où ça va être le plus fort. Imaginez vous êtes à Bessancourt, entre 4 et 7 km de Saint-de-la-Forêt, du coup, en fait, le séisme, les ondes sismiques, comme qu'on appelle ça, vont être atténuées par la distance, ok. Les ondes sismiques, s'atténuent au fur et à mesure de la distance. C'est-à-dire, quand vous habitez à Bessancourt, vous allez moins sentir, comme je disais, donc l'effet du séisme. Alors que moi qui habite à Saint-la-Forêt, en revanche, vu que je suis épicentre, la zone où le séisme est le plus fort, dans ce cas-là, forcément, je vais le ressentir très fort. Ok. Bon, alors là, bien évidemment, des séismes, il peut en avoir un peu partout, ok. Mais néanmoins, il faut quand même comprendre une notion bien précise. C'est la notion de risque. Alors là, le risque, petite formule qu'on vous a donnée en 6e, en 5e, qu'on a rappelé également en 4e,
et qu'on a dû vous rappeler peut-être en troisième, parce qu'en troisième, éventuellement, on peut retravailler à nouveau sur les risques. Ok, voilà. Bon, en tout cas, ces risques-là, enfin, la notion de risque, il faut bien comprendre. Donc, un risque est égal à l'ADA fois l'enjeu. Bon, on peut également vous donner la formule suivante, c'est un risque est égal à ADA fois la vulnérabilité. Bon, en tout cas, que ce soit vulnérabilité ou enjeu, ça veut dire la même chose, ok? Puisque la vulnérabilité, en gros, c'est un enjeu, ok? Et un enjeu, du coup, c'est l'effet d'avoir quelque chose de vulnérable, ok? C'est-à-dire on met justement en enjeu un truc, mais qui est vulnérable, ok? C'est-à-dire qui est fragile, hein, voilà. Et donc voilà. Donc justement l'ADA donc étant la probabilité justement que l'événement survienne, en l'occurrence donc ici le séisme. Et donc la vulnérabilité c'est quoi? Ou d'ailleurs l'enjeu, c'est tout simplement les populations et biens, ok, que l'on met en jeu, ok, voilà, qui sont généralement pas des personnes, on va dire, bien solides, hein. Bon, alors là, évidemment, forcément, on peut se protéger de tout cela, ok? Donc, on verra ça dans les prochaines vidéos. Comme notamment, je pense que vous connaissez une technique lorsqu'on est en classe pour se protéger, c'est justement se mettre sous les tables. Alors là, comment vous la connaissez? Parce que avant, dans les programmes de géographie de l'école primaire, donc en CM2, on enseignait un thème, donc si je me trompe bien, enfin si je ne me trompe pas d'ailleurs, qui parlait de la France et de l'outre-mer, et en même temps donc qu'on parlait de ce thème-là, on parlait des séismes, et donc on essayait de faire comprendre à l'élève comment on pouvait se protéger de tout ça, parce que bon, un séisme c'est pas très beau à voir généralement, et donc il faudrait essayer de s'en protéger, ok? Et généralement montrer des documents assez variés là-dessus, ok? Voilà. Et même dans certains livres de géographie de CM1, de CM2, vous pourrez chercher, normalement on montre ça, ok? Donc là, des séismes, ok, il peut en avoir sur toute la planète, ok? Mais il y a des zones où c'est moins actif et il y a d'autres c'est plus actif. Nous allons donc essayer de voir ça sur une carte. Ah bon, cette carte-là, je vous l'avais déjà montré, ok, donc justement pour vous parler de la localisation et justement des séismes et des volcans sur Terre. Et donc on avait remarqué une chose, c'est que généralement la plupart des volcans se situent à la même position que la plupart des séismes, ok, ou des zones sismiques. Bon après, bien sûr, comme d'habitude, hein, ça faut s'habituer, il y a toujours une ou deux exceptions à la règle, ok. Mais généralement, on constate que les volcans et séismes, justement, sont situés à la même position. C'est ce qu'on avait pu constater dans la dernière vidéo, ok, quand on avait fait la superposition justement des deux, ok, des deux localisations. Là, on va juste parler en termes de séisme, donc nous allons essayer de voir cette carte. Cette carte-là, bien évidemment, comment on a fait? Tout simplement pour en avoir une comme ça, c'est simple. On a donc celui qui a édité le livre, parce que c'est pas moi qui ai édité ce livre-là, malheureusement, ok. Et d'ailleurs, voilà. Et justement, comment il a fait? Tout simplement, on a pris le logiciel Tectoglobe et donc on l'a effectué des manipulations. Et donc là, Tectoglobe, rapidement, je vais vous présenter, c'est un logiciel qui justement permet d'étudier la Terre, donc par exemple les plaques tectoniques, ok, voilà, qu'on a apprises dans la dernière vidéo, mais également tout plein de choses comme les volcans et les séismes. Bon, Tectoglobe également, donc c'est un logiciel qui permet d'étudier les volcans, les séismes et leur situation géographique, ok, mais également donc ça permet de faire d'autres choses comme étudier les climats et tout. Donc en gros, Tectoglobe, en gros, c'est quasiment un logiciel qui permet en gros d'étudier toutes les choses géographiques de la Terre, ok, voilà. Alors donc là, justement, il y a également Google Earth qui s'en occupe très bien, sauf que Google Earth, il n'est pas capable justement de faire ça, de voir les zones sismiques et les zones non sismiques. Bon, par contre, il est capable évidemment de vous alerter en cas de séisme, mais c'est rare quand même qu'il le fasse, ok? Parce que bon, généralement, nous qui sommes en France en tout cas, on peut pas le savoir. Mais bon, peut-être si vous habitez aux États-Unis et dans des régions comme ça, pas loin, peut-être Google Earth est capable de vous alerter. Mais là, j'en suis pas encore sûr de ça, ok? Bon, je pense qu'il peut je pense qu'il puisse vous alerter, mais c'est pas sûr. En tout cas, donc, c'est pour ça. Tectoglobe il nous alerte pas, mais au moins il nous situe un petit peu dans nos têtes. Et donc il nous permet de dire, par exemple, telle zone, c'est très dangereux d'y habiter. Telle zone, vaut mieux pas y habiter. Bon, donc là, nous allons comparer justement des situations géographiques. Ici, le Groenland. Ici, donc, la ville de San Francisco. La ville de San Francisco, qui est une ville assez particulière, je sais que nous en parler encore un petit peu durant ce chapitre-là, ok? Donc la ville de San Francisco, elle est très connue justement pour sa célébrité, parce que bon, il
il y a plein de tours, c'est hyper haut, elle est hyper belle, ok, mais elle est connue également elle est connue géologiquement parlant, parce que justement elle abrite une faille qu'on a nommée d'ailleurs la faille San Andreas, ok. C'est ça qui a provoqué un gros séisme qu'on a appelé le Big One en 1906. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'enrichir en culture générale, dans les 30 ans à venir, ou d'ailleurs ça peut être demain, comme ça peut être dans 20 ans également, comme ça peut être dans 50 ans. Bon, en tout cas, donc les scientifiques essaient de prévoir, mais ils ne peuvent pas toujours prévoir. Et ben, ils risquent d'avoir encore ce Big One, ok, puisque le Big One, c'est un phénomène, d'après les scientifiques, qui se passe à peu près tous les 50 ans, ok. Bon, je dis bien à peu près parce que c'est jamais sûr, ok. Bon, voilà. Donc là, le Groenland, c'est quoi? C'est un pays, ok, comme l'équivalent des États-Unis. Et donc là, ce pays-là, il comporte 56 000 habitants, ok. Ici, donc, nous avons la ville de San Francisco, qui comporte 15,5 fois la population du Groenland, à savoir donc à peu près 870 personnes, ok, 70 000 personnes, bien évidemment, c'est pas 870, hein, c'est 870 000 personnes qui habitent dans la ville de San Francisco. San Francisco se situe à peu près ici, donc c'est entouré de rouge. Bon, alors là, il y a un petit peu moins de rouge qu'ici, mais ça dit le rouge ici, il n'est pas très vif, alors que là, il est un petit peu plus vif. Donc là, pour ceux qui habitent à San Francisco, risque très fort, ok, puisque plus que c'est rouge, plus que c'est fort le risque. Et donc, non seulement pour ceux qui habitent à San Francisco, il faut déjà voir un petit truc, ok. Pour prévoir le risque d'un lieu, il faut déjà il faut bien comprendre déjà ce que c'est qu'un risque. Et donc, il faut forcément avoir la petite formule en maths, enfin dans la tête du moins, ok. Donc risque, aléa fois enjeu, ok. Bon, alors là, on va pas appliquer la formule, mais on va essayer de comprendre, ok. Bon, là, à San Francisco, il y a 15,5 fois plus de personnes, à savoir donc qu'au Groenland, hein. Donc, à savoir donc, il y a ici, donc, 870 000 personnes, ok, qui habitent là. Et le risque est très fort, ok. Ici, bon, Groenland, c'est pas tout le pays qui a un risque très fort, mais quand même, le risque est assez fort, ok. Il y a 56 000 habitants. Donc là, quel est le pays qui va avoir le plus de risques? C'est ici, c'est à San Francisco. Encore une fois, donc, pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux, ok, et le risque est un petit peu fort. Et donc là, on va privilégier généralement l'enjeu sur, justement, le risque en lui-même, ok. Donc, en gros, sur l'aléa. Hein, on va plutôt privilégier le risque, enfin, l'enjeu plutôt qu'il va mettre, plutôt que l'aléa. Par exemple, une zone peut avoir moins d'aléas, mais plus de risques en haut. Enfin, plus d'enjeux, ok. Dans ce cas-là, c'est cette zone-là qui sera plus risquée, ok. Alors qu'il peut y avoir une zone où c'est très risqué, mais on va dire pas d'habitants du tout, ok. Et donc la zone où ce sera le moins risqué, mais qui aura le plus d'habitants, qui sera la plus risquée. Donc là, je vous dis, hein, cette carte-là, vous pouvez très bien la voir en utilisant le site et donc le logiciel Tectoglobe. Alors là, un petit conseil quand même, demandez à vos profs de SVT si vous avez l'occasion et si vous y pensez donc, de voir comment vous pouvez installer ce logiciel là, parce que ce logiciel là, il est assez dur à installer. Quand vous tapez Tectoglobe, après vous cherchez à installer, généralement il vous renvoie surtout plein de petits trucs, ok, et c'est compliqué à installer. Donc voilà. Comme d'ailleurs le logiciel Primogen, hein, c'est un logiciel de SVT également qui sert à faire des classifications, lui qui est assez compliqué à installer mine de rien. Bon, après bien sûr c'est installable sur l'ordinateur, vous allez voir, on pourra faire des classifications, mais bon, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur justement les risques d'un séisme. Dans les prochaines vidéos, on parlera justement pourquoi il y a les séismes et après comment on se protège d'un séisme, ok. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.